Bienvenue dans la causerie de ce matin pour discuter de ces sujets de l'actualité. Nous avons en plateau Ange Banois. Ange Banois, il est directeur de publication du quotidien L'Actualité. Bonjour. Oui, bonjour Lali. Merci d'être venu. Merci et bonjour à tous. Et juste en face de vous, nous avons Firmin Soso, journaliste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. Et François-Xavier Noumo qui est avec nous. Nous allons parler de l'inauguration de l'aéroport de Tourou. Premier sujet d'ailleurs. Quel impact, Ange Banois, sur la mobilité des biens et des personnes? Merci. Il faut d'abord partir de l'historique, en quelque sorte, de l'avènement de cet aéroport qui date du régime Kérékou II de 2003, pour ne pas préciser la date. Et un projet qui véritablement a pris corps avec l'avènement de Boni Yahi et à travers un lancement en 2014 et qui par la suite a finalement connu en tout cas des hauts et des bas, et avec des tentatives, pour ne pas dire en tout cas des inaugurations, mais qui à la fin vis-à-vis des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ont relevé qu'il y a, pour que cet aéroport soit mis du moins aux normes internationales, il fallait d'autres dispositifs, notamment en termes de sécurité, en termes de balises, de clôture autour des lieux, etc. Et à l'avènement du régime actuel, des dispositions ont été prises également pour pouvoir véritablement permettre à cet aéroport d'être opérationnel. Aujourd'hui, quand même, à travers l'inauguration qui a été faite le vendredi dernier, on peut tout au moins se targuer de comprendre que les choses évoluent pour que sous peu cet aéroport soit véritablement dans les normes internationales, parce que suivant les déclarations, c'est que pour l'instant c'est ouvert au trafic locaux, aux vols locaux, donc c'est ce qu'on peut d'abord retenir. Maintenant, en termes de perspective économique, je pense que tout le monde sait que le secteur du transport, c'est un secteur non seulement pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur aussi de devises. Et quand on regarde un peu la politique également qui est mise en place, et mieux quand on sait que le Bénin est en train de, dans une certaine mesure, d'avoir une compagnie aérienne, pour ne pas donner son nom, Air Benetassi, qui dans une certaine mesure aussi, comme on a eu les véhicules Benetassi qui circulent déjà dans Cotonou, serait forcément, aurait à impacter véritablement l'économie dans une certaine mesure, parce qu'il y aura forcément des emplois à créer, peut-être des hôtesses à recruter, et certainement des pilotes, et tout l'équipage aéroportuaire, en tout cas tout le personnel qu'il faut, qui sera véritablement mis sur place. Très bien. Firmin Soso, un impact direct, c'est le développement de la ville de Parakou? Oui, c'est le développement de la ville de Parakou. Oui. Avons-le, une infrastructure du genre permettra, comme l'a dit mon confrère, de créer des emplois. Parce qu'en termes de sécurité, il y aura certainement des gens qui seront recrutés pour les fouilles, pour les gens pour assurer les fouilles. Il y aura la police elle-même, la police républicaine qui serait là, parce que en ce qui concerne les infrastructures, ce que l'on reprochait au projet, c'est parce qu'on n'avait pas érigé des infrastructures du genre pour quand même permettre aux policiers de faire correctement, convenablement le travail, pour permettre aux gendarmes. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus de gendarmerie, mais c'était prévu au départ dans le projet. Donc, c'était pour permettre à ceux-là de faire valablement leur travail. En termes d'impact, nous pouvons quand même dire qu'avec la mise en service de cette infrastructure, les populations qui sont à l'entour de l'aéroport auront d'activités, parce que des hôtels seront érigés. Des touristes seront désormais réguliers dans la ville de Parakou, ce qui va créer des emplois et connaissent. En termes de sécurité, je pense que la ville de Parakou va accueillir un autre dispositif qui permettra quand même d'assurer la quiétude des populations. Observez que
la ville de Parakou est une ville carrefour. Donc pour ceux qui quittent par exemple Cotonou, qui doivent se rendre à Parakou ou bien au-delà, aller dans les pays de l'Interland, leur sécurité était souvent menacée. Mais parce que désormais il y a l'aéroport de Tourou, des gens qui sont d'une certaine classe et qui ont les moyens ne vont plus prendre le risque de prendre la route. Ils pourront facilement prendre un vol et aller directement. Et les voleurs, les braqueurs n'auront plus la chance d'attaquer certains véhicules d'une certaine marque qui effraient, qui donnent l'envie, d'accord, de faire des braquages comme ça. Donc, en termes de sécurité, l'inauguration de cet aéroport, de cette infrastructure va permettre quand même d'éloigner un peu les hors-la-loi de nos voies, comme la voie inter-État dont il s'agit. François Xavier, le besoin était là d'avoir pour une certaine classe donnée, et même pour certaines situations, des exigences, des urgences notamment, des moyens de vite rallier Parakou. Oui, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, avec cette infrastructure aéronautique, bon, on va dire aéroportuaire, avec cette infrastructure, Parakou grimpe de suite dans la hiérarchie des villes de notre pays. Parce que je pense qu'après Cotonou, c'est la deuxième ville qui peut se targuer d'avoir ce type d'infrastructure, qui soit capable d'accueillir quand même des avions on va dire de taille moyenne, pas encore des A380, mais bon, des pistes taillées sur mesure quand même pour avoir de l'aviation commerciale. Je pense qu'avec Air Taxi, qui est quand même un très petit format, ça a commencé bien avant même l'inauguration officielle. Fait, oui. Donc ça inscrit quand même Parakou sur, pas seulement au Bénin, dans la carte de l'Afrique de l'Ouest, dans une très bonne place. Ça va développer du coup, voilà, l'aviation d'affaires, parce que comme le confrère l'a dit, pour tous les hommes d'affaires pour qui le temps est de l'argent, je pense que ça raccourcit un peu les délais, ça raccourcit les distances, et donc ça permettra de booster l'économie locale en dehors de tout ce que ça peut impacter, de tout ce que ça devrait impacter comme emploi créé localement. Mais ce que je voudrais souligner également, c'est que on se rappelle de toute la polémique qu'il y a eu à l'arrivée de ce gouvernement, quand le gouvernement a décidé de retirer tel équipement, de procéder à un contrôle très tout azimut des infrastructures des infrastructures en place. On a eu ouï dire que voilà, au niveau des pistes, il y avait quelques inconformités à gommer ici et là. Donc je pense que bon, c'est encore la méthode de la présente administration qui vient de se révéler sous un bon jour. Et vous aurez constaté aussi que l'inauguration ne s'est faite sans tambour ni trompette. On a juste, constaté que voilà, l'aéroport est devenu opérationnel. Maintenant, je pense qu'il y a l'étape de la mise en concession de cette infrastructure, parce que je pense que c'est ce qui est prévu. Mais c'est une bonne nouvelle, non seulement pour le Bénin, mais surtout pour le septentrion, le nord du pays, qui du coup, encore une fois, devient un carrefour, devrait se vêtir de tout son rôle dans le Conseil national, dans l'hiérarchie des grandes villes, parce que à part même les infrastructures routières, je pense que Parakou est desservi. Bon, un peu dans le centre du pays, il y a les infrastructures routières ne sont pas si en forme que ça, mais au-delà de cela, Parakou devient réellement une grande ville carrefour, parce que du coup cette ville offre une variété d'infrastructures qui pourraient permettre d'attirer non seulement des investisseurs dans la ville, des touristes et disons générer un peu plus de valeur ajoutée pour l'économie, d'abord l'économie locale, et ça rehausse, ça ne fait pas de mal, ça rehausse, je pense, le moral des Paraquois, qui peuvent se targuer maintenant d'avoir une infrastructure de dimension nationale, et je pense que ce n'est pas anodin de le signaler. Alors, Ange, un mot sur l'attractivité de la ville de Parakou notamment, qui se verra, on va dire, boostée. Forcément, et lorsque on prend par exemple
par voie terrestre, on sait qu'il faut en moyenne près de 6h30 minutes pour pouvoir rallier Parakou. Ça, pour les véhicules, effectivement, en forme, en forme, voilà, pas, tout terrain. Sinon, si c'est les cas et autres, parfois, vous vacillez entre 7, 8, 9 heures. Oui. Et vous savez, dans le monde des affaires, on dit time is money. Donc, étant donné que nous sommes aussi dans une logique de développement, dans une logique économique, d'affaires, il était important. C'est vrai qu'il y avait entre-temps une compagnie cotée, je crois, qui avait essayé de faire quelque chose il y a de cela quelques années. Mais cela voudra donc dire que quelque part, le besoin, il est là. Et mieux, quand on sait que actuellement, la politique mise en place par le régime, c'est de booster surtout le tourisme. Et vous savez que Parakou est situé à, non, je ne dirais pas, à quelques kilomètres du parc d'Oubvé et de la Peñari. Et on ne peut pas développer le tourisme dans cette localité-là si des touristes doivent venir à Cotonou et souffrir le chaud et le froid avant d'arriver à Parakou et maintenant pour se rendre dans ces endroits-là. Et mieux, je pense que la position géographique de Parakou qui fait de cette ville-là la métropole du Septentrion nécessitait quand même qu'il y ait des infrastructures qui puissent également permettre de, je ne dirais pas de désengorger un peu le trafic routier. Et quand on sait également que le transport aéronautique est un transport plus ou moins sécurisant, simplement que c'est lorsqu'il y a des dégâts que peut-être on est un peu à risque. Cela réduirait également dans une certaine mesure les risques d'accident et faciliterait le déplacement des hommes d'affaires, des opérateurs économiques et pourquoi pas des acteurs politiques qui, entre deux réunions, souvent entre je ne dirais pas deux occupations, ont envie peut-être de rallier un coin du pays. C'est vrai que voilà, cet aspect-là, on l'oublie. C'est que le confrère vient de le dire, il faut pas. C'est vrai qu'il y a eu quelques accidents en série ces derniers mois, mais jusqu'à preuve du contraire, le ferroviaire et l'aéronautique demeurent les voies les plus sûres en termes de navigation. Donc, je pense que la prochaine étape, c'est d'attendre qu'un avion de grande taille, je ne voudrais pas être un esprit chagrin par rapport ça viendra par rapport aux besoins. Mais bon, je pense qu'un avion de grande taille, parce que vous savez, par exemple, pour des occasions comme le Hajj, tout à fait. Et quand on sait le nombre de pèlerins qui viennent du nord du pays, je pense que le Bénin a beaucoup à jouer à ce niveau-là. Je pense que quand vous parlez du nord du pays, vous pouvez voir aussi le Niger, vous pouvez voir le Togo, vous pouvez voir le Burkina Faso, ainsi de suite. Même le Nigeria. Même le Nigeria. Donc je pense qu'il y a des compagnies au Nigeria qui ne font leur chiffre d'affaires que sur ça. Qui sont dans le nord du pays. Donc je pense que vraiment Parakou a un coup à jouer de par sa situation géographique et les infrastructures, et la nouvelle infrastructure qui vient d'être ouverte à l'exploitation. Je pense quand même que Parakou a un coup à jouer de ce côté-là et ce sera tout bénéfique pour l'économie locale et l'économie nationale. C'est vrai que Fimen Sossou, l'aspect effectivement de ce transport ouvert maintenant, c'est l'aspect local et ça devrait, comme le rappelait Ange Banoin, servir surtout certains cadres et les politiciens entre les exigences ici administratives et les exigences du terrain. Très vite fait avec, on va dire, Air Taxi, on est là-bas. Oui, je pense que les premiers clients seraient certainement les cadres, les ministres. Vous savez, quand un ministre doit se rendre à Parakou, c'est avec un cortège de plusieurs véhicules. Donc, je pense qu'avec cela, on n'a pas besoin d'allier des véhicules, de faire de perdre du temps également. Donc, ça va nous permettre de réduire le temps de vie des départements ministériels. Mais au-delà de cela, je voudrais revenir sur ce que mon confrère a évoqué tout à l'heure, comme l'évolution de l'aéroport et puis ce qu'il y a eu comme problème de piste et tout ça. La réalisation de l'infrastructure a connu de 3 régimes, je crois. C'est depuis 2003 que cela a été initié. Et la mise en œuvre a commencé sous Boni Yayi en 2014, comme l'a dit mon confrère. Mais il faut observer que déjà en 2015, le gouvernement défunt, c'est-à-dire le gouvernement de Kérékou, s'est réjoui du fait que les travaux ont été bien réalisés et on se réjouit que ce serait lancé dans de brefs délais et que des vols seront effectués. Mais après cela, avec l'arrivée et l'avènement de ce régime, on a constaté qu'il y avait des irrégularités. Comme il le disait, la piste, par exemple, d'atterrissage, c'était vraiment une piste
On devrait rallonger cela et c'est ça. C'est tombé dans une dépression. Le gouvernement a mis les moyens pour qu'on fait le remblai. Donc ça a coûté. Je pense que en son temps, on parlait de 900 millions de mètres cubes de remblai à faire. Donc c'est des centaines de millions. Donc le gouvernement a su faire cela. En dehors de ça, ils ont installé d'autres infrastructures et pour quelque chose qui était prévu pour environ 29 milliards poussières, on est allé à presque de 70 milliards. Donc, je pense que s'il faut parler en termes de scandale, c'est un scandale. Et en son temps, le député Rachid Gbadamassi a demandé à ce que le gouvernement qui est là fasse un audit pour qu'on situe les responsabilités. Cela va permettre quand même de ne pas distraire les ressources. C'était prévu pour environ au plus 30 millions. Mais 30 milliards. 30 milliards du moins. On a fait milliards. Le double. On a fait pratiquement le double. Il y a eu des avenants, le gouvernement était obligé de mettre les moyens de faire. Parce que lorsqu'on parle d'un aéroport de type international, il y a des normes. Il y a des normes, il y a des critères d'évaluation. Donc il y a des points d'évaluation et vous devez vous conformer à ces exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Sinon, des avions de grande capacité ne pourront pas atterrir sur votre tarmac. Donc voilà. Je pense que ce qui se fait avec le régime, c'est à saluer. Il faut maintenant que les actes de vandalisme ne soient pas orchestrés dans les périmètres de l'aviation, que les populations se comportent bien, d'accord, vis-à-vis de tout ce qui se fera autour, et les touristes vont venir dans notre pays, il y aura d'attractivité. Je pense que notre pays est sur la bonne voie et avec ça, on doit accompagner quand même le régime. Un mot, François Xavier, pour qu'on sorte de ce sujet-là sur la stimulation au niveau donc du domaine de l'immobilier, notamment. Oui, et effectivement, vous savez, on le dit souvent, une infrastructure, la route développe. La route, c'est la route qui développe, donc on peut projeter cette même réflexion pour l'aéroport. Et inévitablement, Tourou deviendra un carrefour. Je pense que beaucoup de mouvements, beaucoup de populations vont s'agréger autour simplement parce que ça va créer, l'aéroport crée en lui-même un environnement économique de facto. Donc je pense, on a parlé d'hôtels tout à l'heure, donc le contre-coup c'est que les terrains vont prendre de la valeur, donc il y aura tout de suite, il y aura de la spéculation immobilière, mais encore une fois, au final, ça stimulera l'économie locale, mais Tourou ne deviendra pas, ne restera plus une bourgade, disons, lointaine. On dit, oui, mais Tourou, c'est où? Mais on saura tout. Je pense que tout le monde saura aujourd'hui inscrire Tourou sur une carte et pas seulement l'appendice de la ville de Parakou. Donc je pense que ça va développer le pourtour immédiat de cette ville, ça va rehausser le niveau de cette ville. Vous savez, la vie va forcément prendre un peu plus de cherté, c'est tout à fait normal, mais bon, on ne fait pas d'omelette ça casser les œufs, le développement a un coût. Donc cette infrastructure aura des répercussions à tous les niveaux, au niveau économique, et si ça peut booster la vie des populations entourant cette infrastructure, ce ne sera que tout bénéf pour l'économie nationale. Et ce que je voudrais dire pour finir, c'est que l'aéroport entraînera forcément des hôpitaux, des infrastructures de cette dimension, entraînera de façon certaine des infrastructures du ministère de l'Intérieur. Donc en fait, c'est tout un ensemble d'infrastructures qui seront drainées par l'aéroport qui vient d'être inauguré. Donc je pense encore une fois qu'on peut se réjouir pour nos amis du Septentrion et qui vont encore une fois qui pourront gloser, je pense ce sont des populations très fières de leur appartenance à cette partie du pays. Donc je pense que désormais, encore une fois, Parakou et Tourou, par voie de conséquence, devient une ville encore. Je ne dis pas que c'était une petite ville, une ville minime, mais Parakou prend toute sa place dans l'architecture de notre décentralisation. Voilà, nous allons évoluer dans cette causerie, chers invités. Nous allons parler de la condamnation de l'ancien président Boni Yayi concernant l'affaire Domaniel qui l'opposait avec la mairie de
Parakou, enfin les institutions de la République, les tests, voilà, commencent à être appliqués comme cela devrait l'être, François Xavier. Oui, je tiens à préciser quelque chose pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce qu'il ne faut pas qu'on nous prête des envies de cabale contre l'ancien chef de l'État, qu'on respecte beaucoup parce qu'il a été chef de l'État de notre pays. Mais condamnation de Yahi n'a pas été condamné à une peine de prison ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est sûr. Mais l'acte a été condamné. Oui, l'acte a été condamné. Donc je pense que c'est important. Surtout dans ces périodes un peu troubles, tout est sensible. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on dise que nous avons dit sur ce plateau. La Cour n'a pas condamné à une peine de prison. Non, pas du tout. Mais l'acte a été condamné. L'acte a été condamné. Donc je pense qu'il est heureux simplement que la main des juges de notre pays, là on parle des juges suprêmes, ne tremble pas quand il s'agit des personnalités qui ont occupé les plus hautes fonctions de notre pays. Et je pense que c'est simplement la preuve que dans notre pays, de plus en plus, le citoyen lambda, donc le citoyen qu'on rencontre un peu matin, midi, soir dans la rue, a les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quelle personnalité, fût-il président de la République. Donc je pense que il n'y a pas, encore une fois, on a brassé beaucoup de mots et de vents autour de cette histoire. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal. La Cour constitutionnelle a été saisie de ce dossier. Il lui appartenait de se prononcer. J'ai dit qu'elle devait se dessaisir parce qu'en temps, il y a eu renoncement ou bien ainsi de suite. Mais je ne pense pas que les choses se passent comme ça. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle dans cette histoire. La Cour constitutionnelle est dans son rôle de statuer, de donner son verdict. Et je pense que je ne vais pas préjuger de la réaction du président Yahi Boni. J'ai cru voir j'ai cru lire dans les journaux, ça reste à confirmer que son conseil a intenté une action pour une procédure contre la mairie de Parakou, je crois. Donc voilà, on est dans l'exercice libre des droits de chacun. Mais il est heureux quand même que pour ces affaires, qu'on soit pour ou contre, je pense que l'essentiel là, c'est de retenir que même quand il s'agit d'un chef d'État ou d'un ex-chef d'État, autant qu'il s'agit d'un chef d'État ou qu'il s'agisse d'un citoyen lambda, la Cour constitutionnelle est capable de ne pas faire de disparité ou de réserver un traitement de faveur à une personnalité. Donc je pense, pour moi, c'est la chose à retenir. Après, les conséquences et puis les appendices, tout ce qui peut aller autour comme polémique autour de cette affaire, pour moi, n'a pas de raison d'être. Très bien. Firmin Sossou, il y a peu ou quelques mois, nous avions vu que des populations étaient déguerpies de certains espaces occupés illégalement. Je veux parler des domaines de l'État. Aujourd'hui, l'ancien chef d'État également a été frappé par cette loi, si on peut le dire. Donc, il n'y a pas d'exclusion par rapport à l'application des tests. Oui, effectivement, il n'y a pas d'exclusion par rapport à ce qui concerne l'application des tests, mais il faut remarquer quand même que le président Boni Yahi n'a pas occupé illégalement les domaines parce que ça a été fait en concert avec la mairie de Parakou en son temps, le maire qui était là. Donc, c'est en violation, c'est vrai que c'est en violation de l'article 52 de la Constitution, d'accord, qui interdit à ce que celui qui est président de la République ou bien quelqu'un qui est ministre achète des domaines de l'État. Déjà, c'est illégal. Sans l'avis de la Cour constitutionnelle. Non, ce n'est pas la première fois. Avant que, en 2003, je crois, en 2003, par sa décision DCC 03-062 du 19 mars 2003, la Cour avait déclaré que Paul Dossou
ministre du plan d'alors n'avait pas acheté n'avait rien acheté chez Sobemac Liquidation, parce que en son temps, en 2002, il était le liquidateur. Donc les gens estimaient qu'il a acheté, mais la Cour s'est prononcée pour valider l'acquisition. Pour le blanchir, non, pour le blanchir, pour montrer, parce qu'il n'a pas acheté en réalité, pour le blanchir. Pour le cas de l'actuel président qui est là, avant qu'il n'achète une maison, un domaine joutant sa maison, il a demandé l'avis de la Cour l'a autorisé, comme le dit l'article 52 de la Constitution. Donc je crois que, comme la Cour l'a dit, l'ancien président Boni Yayi a méconnu la Constitution en posant de tels actes. Mais il est encore à souligner qu'il a renoncé à l'acquisition de ce domaine, mais il revenait à la Cour, il revenait d'abord à la mairie de saisir la Cour pour que le droit soit dit, pour que chacun soit situé. Parce que quand il n'y a pas de date, c'est qu'on pourrait toutefois revenir sur ça. Des papiers ont été signés, des titres fonciers un titre foncier a été donné. Donc si on n'annule pas tous ces actes-là, ça pourrait amener d'autres polémiques après. Donc il était du droit il a été dit également que l'ancien chef d'État a versé une somme de 20 millions de francs. Oui, des transactions ont été effectuées. Donc c'était normal que la mairie de Parakou saisisse la Cour constitutionnelle qui, étant garant du respect de la Constitution, se prononce d'accord sur le fait pour qu'on soit situé. Maintenant que cela est fait, je pense qu'on ne devrait plus assister à cette guerre, à cette polémique où il faut assigner, où il faut attaquer devant les juridictions, parce que, au fait, la décision de la Cour a précisé clairement tout ce qui s'est passé. Et saisir par exemple ou bien assigner la mairie de Cotonou, ça va jeter encore de l'huile sur le feu, ça va mener d'autres polémiques. Boni Yayi devrait comprendre quand même que, ah oui, lui-même il avait reconnu avant la décision de la Cour, il a renoncé à l'acquisition du domaine. Donc maintenant que la Cour s'est prononcée, il peut y avoir des critiques un peu partout sur l'acte, mais en tant que ancien président de la République, en tant que sage, en tant que personnalité de notre pays, il devrait quand même comprendre que, bon, c'est le droit qui a été dit et se contenter de cela. Et non, bon, chercher à... Bon, est-ce que son honneur a été entaché? Moi, je ne crois pas. Je pense que bon, on ne peut pas préjuger de ça. Je pense que c'est de ça que je voulais parler justement. Je pense qu'il est dans son droit d'exercer son droit de poursuite ou de recours. Il cherche peut-être réparation parce que c'est pas un événement, c'est pas quelque chose d'anodin. Je pense que pour tout homme qui a occupé cette haute fonction, en parlant, le président Yayi Boni, je pense, a une image à tenir. Donc c'est certainement qu'il s'est senti floué dans l'histoire, et je pense que il a bon jeu, il a bon droit de pouvoir de vouloir qu'on le blanchisse, disons publiquement aux yeux de tous dans cette affaire. Donc oui, son honneur, s'il peut estimer que son honneur est en jeu et vouloir laver son honneur, je pense que surtout qu'il est ancien président de la République, ce n'est pas la même chose qu'un ancien ministre ou un directeur de cabinet. Donc je crois, et c'est une personnalité, qu'on le veuille ou non, internationale, qui intervient dans différents pays à des fins de pacificateur et d'observateur. Donc je pense qu'il est dans son droit, ça on peut le lui reconnaître. Mais de toutes les façons, il y a quand même que ce sont les institutions judiciaires qui sont mises en jeu, et ça, ce n'est pas rien. Oui, en effet, vous constatez qu'en pareille circonstance, l'instance juridictionnelle habilitée à apprécier ce cas de figure, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc, saisi le 5 janvier dernier, et finalement, dont il a reçu le courrier le 6 février, a rendu sa décision, la décision DCC 19-107 du 28 mars dernier. Une décision dans une certaine mesure qui amène à se rendre compte tout au moins que, au lieu de passer je ne dirais pas à une affaire juridictionnelle, on a essayé de prendre par les procédures qu'il faut, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui a même d'apprécier l'acte qui a été posé. D'autant plus que ce dernier a fait comprendre qu'en réalité que le domaine lui a été dans une certaine mesure offert, et qu'il... Maintenant, si ceux qui ont posé l'acte, ceux qui ont voulu peut-être faire montre de cette générosité à un chef de l'État, vous savez, c'est aussi ceux dont il s'agit, n'ont pas
essayé de prendre les démarches qu'il faut et qu'aujourd'hui, ce dernier se retrouve en situation difficile, alors là, il est donc de bon ton que lui-même se ravise et comme cela a été fait. Et si on suit même la déclaration du maire de Parakou suite à la polémique qui est née de cette affaire, parce que, tenez-vous tranquille, qu'on le veuille ou pas, Boni Yayi est aujourd'hui un acteur politique majeur, bien qu'il ne soit plus chef de l'État, et toute situation qui va à son encontre appelle polémique. Et donc, il était donc de bon ton qu'on essaie de situer les responsabilités et que chacun puisse se retrouver, en tout cas, essayer de retrouver un peu son intégrité par rapport à ce domaine-là, pour qu'on ne dise pas peut-être qu'il s'est accaparé du domaine et autres. Mais le maire a quand même essayé de faire comprendre que c'est suite à un manque criard des réserves administratives qu'ils sont allés peut-être à faire des inventaires et constater que ce domaine-là appartenait à la mairie. Et quitte, je ne dirais pas, malheureusement, les procédures n'ont pas été menées dans les règles de l'art pour que, aujourd'hui, certainement, c'est la mairie qui s'en réjouit de pouvoir avoir un domaine, mais quelles sont les implications sociopolitiques? Là, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais les implications, moi, j'aimerais qu'on reste avec Ange, les implications notamment, on va dire, judiciaires, si vous voulez, c'est quand même que les tests et les institutions judiciaires restent... Non, voilà. En tout cas, dans une certaine mesure, au-dessus des personnes. Oui, au-dessus des personnes. Quelles qu'elles soient, ces personnes. Quelles qu'elles soient. Parce que il y aurait eu une certaine interprétation. En tout cas, ce n'est même pas pour la première fois que la Cour constitutionnelle dit qu'un chef de l'État est méconnu, comment on dit, la Constitution. Et maintenant, que cela soit advenu par rapport à cette situation-là, bon, certains trouvent aussi des relents politiques, mais c'est libre à eux d'apprécier. Parce que, vous savez... toutes les stratégies sont bonnes pour certains pour pouvoir non seulement légitimer leurs actes ou tout au moins pour pouvoir aussi remettre en cause les actes qui sont pris par les uns les autres. Et l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, et mieux quand on est dans cette sphère aujourd'hui des quitus fiscaux pour les questions électorales, je me suis posé la question de savoir, mais quand on regarde un peu la période de survenance de cette affaire, est-ce que cela n'a pas aussi influencé sur je ne dirais pas les déclarations que ce dernier-là aurait fait? Parce que comme... tout citoyen et peut-être prétendant aux élections législatives, j'ai quand même dit que le Boni Yayi également a posé des actes pour pouvoir avoir son quitus fiscal. Peut-être que, vous savez, on est en termes de politique et tout est jouable. Et mieux, vous savez que plusieurs acteurs politiques ont également évoqué qu'on leur a attribué des domaines et certains, à un moment donné, on a appris en tout cas dans les coulisses, que certains se sont débarrassés de certaines propriétés pour pouvoir... Certains ne savaient même pas qu'ils avaient des domaines. Donc il y a beaucoup de paramètres. On peut, dans une certaine mesure, et lorsqu'on n'aurait pas fait des investigations qu'il faut, il serait véritablement vite aller en besoin de dire que c'est X qui a raison, c'est Y. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une procédure qui n'a pas été respectée et reconnue d'ailleurs par en tout cas le bénéficiaire, étant donné que la Cour constitutionnelle n'a pas été saisie avant que ce domaine-là ne lui soit octroyé, bien qu'il ait en tout cas pris la disposition pour pouvoir, en tout cas, je ne dirais pas une reconnaissance forfaitaire, je ne sais pas, mais par rapport à la mairie. Voilà. Réaction. Deux choses. Sur les implications politiques ou... Non, pas les implications politiques, je ne pense pas qu'il y ait... Bon, on est dans une période délicate ou sensible, on va dire, une période importante, mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut que nos acteurs politiques, les différents observateurs, cessent de mettre en équation les décisions de la Cour constitutionnelle. Parce que vous savez, le langage qui est parfois usité tend à démystifier un peu cette institution qui, selon que les décisions plaisent à X ou Y, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Mais la pratique démocratique veut que toute décision qui vienne de cette institution qui est l'institution suprême, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on s'y plie d'abord. Et je pense que ça me rappelle un test d'un grand juge américain au sujet de la Cour suprême des États-Unis. Qui est, on va dire, qui représente ce que représente ici la Cour constitutionnelle. Qui dit simplement la Cour suprême n'est pas là pour interpréter la Constitution. La Cour suprême, la Constitution est ce que la Cour suprême dit qu'elle est. Point. C'est-à-dire que quand on se donne ce type de juridiction,
on ne doit pas mettre, on ne doit pas en deuxième rideau venir mettre en équation des termes. On n'interprète plus ces décisions, on les applique. Et je pense que si tous les hommes politiques, quel que soit leur bord, arrivent à se tenir à cette posture régalienne et à cette discipline démocratique, je pense que ça aura des conséquences positives sur le débat public et l'opinion publique en général, parce que c'est eux qui donnent l'exemple, c'est eux qui sont qui montent au front à ce sujet. On peut avoir tout ce qu'on a comme critique par rapport voilà, à ceux qui sont là, à ceux qui sont en place, mais ceux qui sont en place ont été mis là de façon démocratique. J'ai même pas envie de dire que le président de la République, dans le système qu'on est, en tout cas dans le système présidentiel qu'on est, il peut mettre son cuisinier à la Cour constitutionnelle. La loi lui permet. Heureusement qu'on n'est pas dans cette situation. On a des personnalités quand même valables au niveau du droit, au niveau de l'exercice. Voilà. Non, parce que légalement, il aurait pu le faire. Parce que c'est à sa discrétion. Pour quand même, pour peu qu'il ait la majorité à l'Assemblée nationale, il peut... quand même. Il a un profil qui se derrière. Oui, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on cesse de pinailler sur ces tests qui sont installés depuis des années, et qu'on cesse de questionner à chaque fois la morale de celui qui serait président de la Cour constitutionnelle. La discipline démocratique veut que quand un gouvernement est en place, ça ne tue pas le débat politique, mais pour peu que celui-là ait la majorité à l'Assemblée nationale, que voilà, les institutions, que le reste soit pas une boîte à musique où tout est encaissé comme voilà, une lettre à la poste, mais quand même que l'autorité qui est là, le président qui est là, puisse jouir des pleins droits que lui confère la Constitution. La seconde chose, c'est quand même que malgré tout, il y a un symbole qui est en jeu là. Vous savez que cette décision vient au même moment que la polémique par rapport à Mathieu Kérékou. Tout à fait. J'ai envie de dire que c'est comme un effet miroir. D'un côté, on a l'exemple, cette histoire a révélé la polémique au niveau concernant la villa des Filao. Révèle quand même qu'on a une pratique très orthodoxe. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de Béninois, c'est ce domaine appartient à Kérékou. Et on se rend sans forcer, il aurait pu avoir des papiers, il pouvait s'octroyer des papiers pour vider cette possibilité du retour du domaine dans le giron de l'État. Donc il y a quand même un effet miroir, et donc je pense que l'affaire, au niveau du symbole, c'est quand même très sensible, et il y a de quoi que le président Yahya Boni essaye quand même. Je pense que ce recours contre la mairie de Parakou n'est pas forcément, disons, procédurier, mais je pense que symboliquement, c'est, il y avait de quoi faire quelque chose. Ange Banois, pardon, c'est Firmin Sossou, voilà, Firmin. On peut comprendre que le gouvernement, sur le même sujet, bien sûr, le gouvernement est dans une polémique, dans une dynamique de restitution. C'est ça, des biens de l'État. Oui, c'est ça. Mais vous savez, en ce qui concerne par exemple le cas de Parakou, la Constitution a été élaborée et puis mise en vigueur depuis 1990. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2019. Mais il y a eu d'autres cas, même tout récemment, le président de la République, l'actuel président de la République, quand il voulait prendre, comme je l'ai dit, le domaine de l'État, il s'est adressé à la Cour constitutionnelle qui l'a autorisé. D'accord, qu'il a autorisé, ça veut dire que ce n'est pas interdit que l'on achète, par exemple, un domaine de l'État étant président ou bien étant ministre. Mais il y a des procédures à suivre. Donc, il faut le faire de façon légale. Oui. Maintenant, ces procédures n'ont pas été respectées dans le cas de l'ancien président de la République. Oui. Mais il faut aussi observer que le souci du législateur à travers l'article 52 de la Constitution, c'est d'éviter la rupture d'égalité entre ceux qui sont appelés à nous diriger, c'est-à-dire les présidents et les ministres, et entre eux et les citoyens lambda qui n'ont pas certaines informations. Parce que ceux qui sont à ce niveau-là, ils ont certaines informations et ils peuvent voir facilement, d'accord, se préparer pour acheter des domaines. Ils peuvent facilement utiliser... Pas seulement des informations, ils ont le pouvoir. Oui, ils ont le pouvoir s'approprier des biens publics. Voilà, donc c'est pour éviter cette rupture d'égalité que le législateur a eu le souci de préciser tout. Donc on devrait quand même s'en tenir aux tests, respecter les tests, et il ne devrait même pas... Quand moi je dis qu'il ne devrait pas avoir de polémique autour de ce sujet, c'est parce que les faits sont là.
chez nous, en journalisme, on dit les faits sont sacrés, les commentaires libres. Donc les faits sont là. Les faits, c'est qu'il y a eu effectivement tentative d'acquisition et la Cour a situé les responsabilités. Maintenant, comme nous sommes dans une période où chacun devrait tirer quand même et jouer sur ça là pour s'attirer la popularité, c'est normal qu'on assigne des gens et que le feuilleton judiciaire continue.